Pour que nature vive. Pour que nature vive. nature vive. Le podcast du Muséum pour comprendre le vivant et notre planète. Le vivant et notre planète. Série spéciale Océan. Une odyssée avec les scientifiques du Muséum. Comment la vie a-t-elle évolué dans l'océan ? Avec Sylvie Crasquin. Aussi fou que cela puisse paraître, c'est l'infiniment petit qui est à l'origine de l'infiniment grand. C'est le cycle de l'évolution depuis les organismes unicellulaires qui nous a amenés jusqu'aux grands cétacés. Et partons à la découverte de l'explosion de la vie océanique avec Sylvie Crasquin. Vous êtes paléontologue, directrice de recherche au CNRS et directrice du CR2P au Muséum national d'histoire naturelle et Sorbonne Université. Bonjour madame. Bonjour. Nous savons que la vie est apparue d'abord dans l'océan, mais où se niche-t-elle dans un premier temps et sous quelle forme ? La vie est apparue dans les océans il y a plusieurs milliards d'années, mais ce qui va être très important, c'est l'explosion de la vie sur notre planète, j'allais dire pratiquement telle que nous la connaissons aujourd'hui. Alors on va voir que ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est vraiment le moment où tous les grands clades, c'est-à-dire toutes les grandes familles, tous les grands groupes vont apparaître. Donc les premiers gisements que l'on connaît vraiment bien datent de 560 millions d'années. Le premier grand gisement le plus ancien, gisement que l'on connaît, c'est le gisement d'Ediacara, qui est situé dans le sud de l'Australie. Alors, ce biotope est formé d'organismes assez bizarres. En fait, ce sont des organismes à corps mou et qui ont des plans d'organisation en ruban, en galettes ou en feuilles matelassées. C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont très plates et qui vivent posées sur le fond. Donc en fait, ces organismes plats, on ne connaît en fait leur architecture que par des empreintes conservées dans les sédiments. C'est-à-dire que comme ce sont des organismes à corps mou, on ne retrouve pas le corps de l'organisme, on ne retrouve que sa trace. Alors le consensus actuel dit que en fait, certains de ces organismes appartiennent à des taxons que l'on connaît déjà actuellement, type méduse ou type ver, ou encore des arthropodes. Et par contre, il y a d'autres formes qu'on ne peut absolument pas comparer avec des formes actuelles et qui sont des groupes qui ont complètement disparu. Alors racontez-nous par quelle transformation la vie va ensuite se répartir et évoluer depuis ces méduses primitives. Donc la plus grande révolution, en tout cas pour nous paléontologues, dans l'histoire de la biodiversité, c'est l'apparition du squelette. C'est-à-dire que nous, les paléontologues, on va pouvoir retrouver en fait des morceaux, des parties de ces organismes. Et donc l'apparition de ce squelette, que ce soit un squelette interne, type spicule, ou un squelette externe, type coquille ou carapace, eh bien ça va permettre à ces organismes en fait de se dresser, de s'ériger au-dessus du fond. Et au fur et à mesure, de se déplacer. Donc d'abord, ils vont se déplacer, poser sur le fond, puis près du fond, et puis au fur et à mesure, vont pouvoir aussi coloniser peu à peu la colonne d'eau. Donc ça ne va pas aller jusqu'à la surface, mais ils vont pouvoir se déplacer un petit peu au-dessus du fond. Alors, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que les données que nous avons sur ces périodes quand même très anciennes, nous sommes entre 600 et 500 millions d'années, en fait, les données que nous avons ne sont que sur des gisements à préservation exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on a des spots, on a des fenêtres sur des instantanés de vie à un moment, mais on n'a pas tout le registre qui nous permet de comprendre l'évolution réelle, comme on l'aura un peu plus tard dans l'histoire de la biodiversité. Et ces découvertes de gisements exceptionnels remontent à il y a quelques dizaines d'années. En fait, c'est les progrès de la paléogénétique qui permettent de retrouver ces traces, c'est bien ça ? Alors, pas trop, non. Ah bon ? En fait, les gisements exceptionnels, en fait, les premiers ont été découverts à la fin du 19e siècle. Alors, c'est un peu par hasard, en particulier, par exemple, le site du Burgess au Canada. En fait, c'est un site qui a été trouvé
toujours par hasard, hein, quelqu'un qui se balade, un géologue qui casse un caillou et puis qui ouvre ce caillou et puis qui trouve des choses. Et puis voilà, c'est comme ça un peu que la paléontologie aussi a pris naissance, c'est-à-dire par des découvertes faites par hasard, par des gens qui se promenaient au bord de la plage ou dans la montagne. Donc la paléontologie, c'est une discipline qui est quand même ancienne, hein, et effectivement après maintenant nous avons la paléogénétique, mais ça c'est un autre problème. Vous voyez, autant pour moi qui étais persuadé que c'était la technique qui nous avait fait autant progresser. Et comment est-ce que dès le 19e, on arrive à savoir que ces organismes ont plusieurs centaines de millions d'années? Je pense qu'on ne le savait pas au départ. En fait, on trouve des fossiles et puis en fait, les datations sont faites progressivement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on sait depuis très longtemps, alors ça c'est les principes de la stratigraphie, fait que les couches qui sont les plus basses sont les plus anciennes et les couches qui sont les plus au-dessus sont les couches les plus récentes. Donc on sait, sans avoir aucune notion d'âge, ce qui est le plus jeune et ce qui est le plus ancien. Donc ça c'est quelque chose qui s'est établi au cours des siècles, cette notion de stratigraphie qu'on a affinée au fur et à mesure et avec des chiffres, parce que notre esprit a absolument besoin de chiffres pour savoir où on se retrouve. Revenons donc à l'évolution de la vie qui a donc commencé, vous nous l'avez dit, dans les fonds marins avant de remonter petit à petit et de se déplacer. Et puis alors, il y a l'explosion de la vie à tous les étages, c'est ce que vous nous racontez, et alors la chaîne alimentaire va se développer, il y a environ 600 millions d'années je crois, et alors les proies et les prédateurs s'adaptent sans cesse, et ce sont là les grandes étapes de l'évolution jusqu'aux premiers vertébrés. Eh bien oui, on peut voir cette évolution depuis les premières formes de vie jusqu'aux vertébrés, puisqu'en fait, il faut ramener à l'homme, hein, puisque c'est ce qui nous intéresse. Donc effectivement, à partir de 520 millions d'années, on va avoir vraiment ce qu'on appelle l'explosion cambrienne, que l'on peut aussi quelquefois appeler deuxième Big Bang, parce que c'est vraiment quelque chose qui va être absolument fantastique, et on va avoir la biodiversité qui va prendre des formes complètement différentes. Au début donc de ce Cambrien, les groupes qui vont être les plus abondants, ce sont les arthropodes. Et ces arthropodes, en fait, ce sont des organismes qui sont articulés avec une carapace et ils vont proliférer au Cambrien inférieur, c'est-à-dire aux alentours de 520 millions d'années. Alors on va avoir des organismes absolument fantastiques, comme par exemple la Lucigenia. Alors c'est une bestiole qui a des grands piquants ventraux qui lui permettent de se déplacer sur le fond, et puis d'énormes piquants dorsaux qui vraisemblablement devaient le protéger. Donc c'est là où on se dit, s'il y a des piquants dorsaux, il faut qu'il se protège, donc c'est peut-être déjà qu'il y a des problèmes de prédation avec un organisme qui serait plus grand et qui pourrait le dévorer. Alors on a aussi toujours dans les arthropodes les trilobites. Alors ça c'est un groupe que tout le monde connaît. Là aussi c'est un groupe d'arthropodes avec une carapace extrêmement résistante qui permet de les protéger. Et puis aussi, là aussi je vais essayer de dire le nom d'une petite bestiole. C'est Aequuchictis, qui est en fait un petit organisme qui a une forme de verre et qui en fait possède ce qu'on appelle une corde. Alors la corde, c'est ce qui est dans l'ontogénie des vertébrés, les prémices de la colonne vertébrale. Donc ce petit cordé fait que quelques centimètres, il va avoir son importance pour toute la suite de l'histoire de la biodiversité sur notre planète. Donc on continue, on arrive vers 510 millions d'années. Alors ce sont toujours les arthropodes qui dominent ces environnements et toujours essentiellement posés sur le fond. On ne va avoir que quelques organismes qui vont commencer à pouvoir se déplacer dans la colonne d'eau, comme par exemple Amalocaris. Alors là, c'est aussi ces organismes un peu mythiques qui sont déjà assez grands, avec des grandes pinces, et qui, eux, pouvaient nager. Et donc à cette époque, aux alentours de 510-500 millions d'années, eh bien, on a déjà pratiquement tous les grands groupes que nous connaissons actuellement, à savoir donc les arthropodes, mais aussi les éponges, les algues, les mollusques, les échinodermes et les chordés. Alors donc ces chordés, au fur et à mesure du temps, eh bien, ils vont avoir le corps qui va commencer à se couvrir d'écailles. Et ça, c'est quand même relativement important. Donc, ils vont commencer à avoir une sorte de squelette. Et au fur et à mesure, ces chordés, eh bien, ils vont avoir un squelette interne qui va se mettre en place, et ce, à l'Ordovicien, donc quelques centaines de millions d'années plus tard. Et on va avoir le tout premier poisson
à l'ordovicien, qui fait environ 15 cm de long. Alors pour l'instant, il n'a pas de mâchoire, il n'a pas de dents, il n'a pas de nageoire autre que sa nageoire caudale. Et ce petit poisson, c'est Arandapsis. Et donc, il a une colonne vertébrale qui est cartilagineuse. Et les seuls survivants de ce groupe actuel, ce sont les lamproies. Donc on continue notre histoire et au Silurien dévonien, c'est-à-dire aux alentours de 425-380 millions d'années, ces poissons primitifs vont évoluer en des organismes beaucoup plus complexes avec un squelette qui est basé sur une colonne vertébrale. Et nous avons donc là maintenant les vertébrés vrais. Et ce dévonien, c'est l'ère des poissons. On va avoir des poissons sous toutes les formes. Donc on va avoir des placodermes, c'est-à-dire des poissons qui vont avoir des plaques externes, qui vont recouvrir en particulier le crâne, comme le célèbre Dincleosteus, que l'on peut voir dans la galerie de paléontologie au muséum. On va avoir aussi des poissons cartilagineux, c'est-à-dire tout ce qui est requin. Donc là, on a encore beaucoup de descendants actuellement. Mais aussi les poissons osseux qui vont se diversifier de façon extrêmement importante à la fin du Dévonien en poissons à nageoires rayonnées, c'est-à-dire tout ce qui va donner nos poissons actuels, et les poissons à nageoires lobées, c'est-à-dire qui vont avoir une organisation tout à fait particulière de cette nageoire, et cette nageoire qui va évoluer par la suite pour former le membre que l'on appelle le membre chiridien, qui est en fait le membre que nous possédons, nous humains, après une longue évolution et une longue histoire. Donc nous sommes les lointains descendants de ces poissons à nageoires lobées, dont le seul représentant actuel dans sa forme originelle est le sélacanthe. Ce que vous nous avez appris, c'est donc que nous sommes indirectement les cousins des poissons, voilà qui appelle à l'humilité. Merci infiniment, Sylvie Crasquin. Dans cet épisode, vous venez d'écouter Sylvie Crasquin, paléontologue, directrice de recherche au CNRS et directrice du CR2P à Sorbonne Université et au Muséum national d'histoire naturelle, interviewée par Vincent Hédin. Pour que nature vive, un podcast produit par le Muséum national d'histoire naturelle et création collective, avec le soutien du Crédit Agricole et de la financière de l'Échiquier. Pour la réédition du livre Avant que nature meure de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au Muséum, a écrit une postface intitulée Pour que nature vive, qui a inspiré le titre de ce podcast.